Eh, il me fait... C'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être venus. C'est une des dernières sessions de la journée, donc c'est très sympa d'être si nombreux. Puisque après, c'est l'heure de la bière et bien sûr, je suis entre les deux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qualité. Alors le titre est un peu pompeux, implémenter la qualité sur un projet Java. Je ne sais pas qui est capable de dire qu'il sait faire ça globalement. On sait tous le faire, on est tous des experts, mais c'est un challenge de parler de ça. Alors c'est un titre un peu pompeux, comme j'ai l'habitude de voir, vous avez peut-être l'habitude de le voir dans les magazines Science et Vie. Vous savez, il y a toujours des titres un peu racoleurs, du genre « On n'est pas seul dans l'univers ». Et en fait, vous lisez l'article et finalement, il dit que les dernières recherches montrent que l'équation de Drake est une probabilité un peu meilleure que ce qui a été calculé. Donc il y a une petite différence entre le titre et la réalité. Ici, nous n'allons pas apprendre à comment implémenter la qualité sur des projets Java de manière générale. En revanche, j'ai choisi de faire un focus sur 4 ou 5, ça va dépendre du temps, 4 ou 5 pratiques très, très spécifiques, où on verra donc à la fois des outils et des pratiques humaines sur comment implémenter des aspects de qualité. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'en sortant de la salle, chacun de vous retienne au moins une de ces pratiques et ait envie de l'implémenter sur son projet. Alors normalement, j'ai choisi des choses originales que je considère originales, que normalement peu d'entre vous l'ont implémenté. Enfin, je l'espère. Donc je poserai la question, on verra si c'est le cas ou pas. Alors, qui suis-je? Donc Vincent Massol. Et en quoi surtout suis-je un tant soit peu qualifié pour parler de ce sujet de qualité? Donc je suis directeur technique de XWiki SAS. Donc ça, c'est le seul point qui fait que je ne suis pas qualifié pour parler de ça. En revanche, le reste est plutôt dans la cible. Alors les projets, je travaille sur le projet XWiki, projet open source, et j'ai travaillé dans le passé sur pas mal de projets open source qui sont tous plus ou moins liés à des aspects qualité, ingénierie logicielle, donc Maven, Cargo, Cactus, pattern testing. Voilà, donc ça c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment faire pour faire que le développement fonctionne de mieux en mieux possible, avec le moins de bugs possible. Je participe aussi à un podcast, Les Cascodeurs. Je ne sais pas qui d'entre vous connaissent les Cascodeurs? Levez la main. Voilà, ça, c'est pour Emmanuel, il voulait savoir. Donc la grosse majorité, c'est super. Voilà, j'ai écrit 3 livres qui sont un peu plus vieux maintenant, J-Unit in Action et Maven. Allons-y. Alors, c'est quoi la qualité? C'est plein de choses. J'essaie de regrouper tout ce qui parle de qualité. C'est à la fois avoir des bons commentaires, des performances, stabilité, pouvoir avoir un soft qui est avec des fonctionnalités qui marchent dans la durée, qui est testé, etc. En fait, quand on regarde tous ces mots-clés, on s'aperçoit que finalement, implémenter la qualité, c'est suivre une méthodologie qui va, grâce à ces pratiques, va vous assurer l'ensemble de ces fonctions, plus ou moins bien selon la méthodologie. Donc parler de qualité, c'est finalement faire ça. Alors nous allons prendre, comme j'ai dit, c'est extrêmement vaste du coup, parce qu'on voit bien que, et là ce n'est qu'une partie. Donc nous allons faire un focus sur quelques pratiques. Alors j'ai l'expérience ici, c'est l'expérience du projet XWiki, et donc ces pratiques sont des pratiques qui sont sur le projet XWiki. Alors je vais juste l'introduire en 2 mots. À droite, vous avez les gros blocs des pratiques du logiciel de XWiki, du développement de XWiki. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous faites tous aujourd'hui. Alors, juste pour l'expliquer très brièvement, vous avez donc des utilisateurs et des développeurs qui sont représentés par les petits personnages. Vous faites des commits, là on l'utilise sur GitHub, donc c'est un repository de source, n'importe lequel. Ça fait un trig sur votre repository, sur votre serveur de CI. Là, c'est Jenkins en l'occurrence. Le Jenkins build, ça upload sur votre un repository Maven en l'occurrence là pour les artefacts qui ont été buildés. Et puis les développeurs, quand ils buildent un module particulier, Maven va les chercher sur un Nexus qui lui host le repository Maven. Les discussions se font par emailing list et par IRC. Et puis les bugs et les issues sont créés dans un issue tracker.
qui est relié au repository de source pour lier le code, les commits aux issues. Et la documentation se fait dans un wiki. Bon, un petit point un peu spécial, c'est qu'on a un wiki spécial de traduction pour traduire le logiciel. Mais, voilà. Mais globalement, je pense que cette usine logicielle, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à peu près admise et beaucoup d'entre vous probablement la pratiquent. Voilà, la taille du projet, c'est pour essayer de situer les pratiques par rapport à la taille du projet. 9 ans, 28 committeurs actifs, 7 committeurs qui font la plupart du boulot, 700 000 lignes de code non commentés. Et puis 11 commits par jour à peu près et 16 mails par jour. Ça donne une idée d'un projet de taille moyenne. Alors, quelles sont les pratiques qu'on a sur le projet liées à la qualité? Donc, il y en a plein. J'en ai listé seulement quelques-unes. Bon, c'est la vérification de règles de coding. Ça, on fait tout. Ça peut être checkstyle, PMD, findbug, etc. Vérification de couverture de test. Alors les pratiques qui sont soulignées sont celles sur lesquelles on va faire un focus, sur les 5 dont je vous ai parlé, où il y a des façons un peu originales de le couvrir. Traquer les bugs, mais non seulement les traquer, mais avoir une stratégie sur comment les réduire. Et puis après, il y a différentes choses qu'on fait sur le projet. Ça peut être que ce soit des code reviews, des vérifications de licences dans les headers, vérifier qu'on release avec la bonne version de Java, etc. Voilà. Nous allons en focuser sur 4, donc les couverture de tests, le tracking de bugs, comment est-ce qu'on fait pour avoir des tests fonctionnels stables, comment on s'assure d'avoir une stabilité d'API et comment éviter le JARL. Alors commençons par donc le quality tip numéro 1, la stabilité d'API. Alors c'est quoi stabilité d'API et pourquoi ça nous intéresse? Ça intéresse sur 2 angles en fait. Le premier, c'est si vous êtes développeur d'un framework, d'une librairie, ça vous intéresse bien sûr parce que vous avez vos utilisateurs qui vont utiliser vos API, donc vous avez besoin de fournir une stabilité. Si vous ne le faites pas, vos utilisateurs vont avoir des classes not found ou méthodes not found. Voilà. Mais même si vous développez une application, vous allez aussi avoir cette problématique de stabilité d'API parce que de nos jours, la plupart des applications offrent des moyens de la customiser, de la configurer, notamment avec du scripting, par exemple Groovy. Et donc, par Groovy et par ce scripting, vous allez exposer des API. Donc, vous avez besoin que ces API soient pérennes et ne cassent pas. Quand vous réalisez une nouvelle version, il faut qu'elle soit toujours là et qu'elle ne casse pas. Alors, comment faire? Alors, on a eu ce problème donc, sur XWiki. Parce que XWiki, ça a beau être un wiki, il offre toute son API disponible en scripting. Donc, on a dû résoudre ce problème. Alors, la première façon naïve que tout le monde connaît, c'est d'utiliser quand on fait des changements, passer par un mécanisme de déprécation Java. Donc ça, c'est bien connu. Il y a 2 soucis avec ça. Le premier, c'est qu'il faut s'en souvenir. Si par exemple vous êtes en train de refactorer ou de modifier du code avec votre IDE, c'est très facile qu'il modifie un peu partout dans le code source différentes choses et vous pouvez ne pas vous apercevoir que vous avez modifié une API finalement. Donc c'est pas forcément la mauvaise volonté, c'est juste que vous ne le voyez pas. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est lourd. C'est assez lourd de passer par une déprécation. Et quand vous passez par la déprécation, il va vous falloir définir une stratégie pour dire combien de temps ça reste déprécated et quand est-ce que c'est enlevé. Alors, deuxième façon, enfin pas deuxième façon, mais plutôt comment est-ce qu'on répond à ces 2 problèmes? Alors, une façon intéressante, c'est d'utiliser, si vous utilisez Maven, le plugin Clear. Si vous utilisez Ant ou autre, il y a aussi des tâches Ant pour Clear, par exemple. Alors, ce plugin va vous faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va automatiquement comparer vos sources compilées à la dernière version réalisée de votre projet. Comme ça utilise Maven, en fait, on sait quelle est la dernière version réalisée dans le repository et il est capable de comparer. Vous pouvez aussi spécifier, si vous voulez, quelle version vous voulez comparer. Et il va vous dire, si jamais vous cassez la compatibilité binaire, il va vous prévenir, notamment en arrêtant votre build, par exemple. Donc ça, c'est cool. En revanche, de temps en temps, vous avez envie volontairement de la casser. Mais c'est bien ça l'intérêt de ça, c'est qu'avant, vous pouvez casser sans le savoir. Là, maintenant, si vous cassez quelque chose, il va vous le dire et ce sera à vous de décider est-ce que c'est volontaire, est-ce que vraiment j'ai envie de casser ça sans passer par une déprécation, etc. Ou même en passant par une déprécation, mais pour l'enlever, cette déprécation. Et donc, vous avez la possibilité de mettre des différences. Donc, ça, c'est bien, vous ne pouvez plus casser sans le savoir. Et deuxièmement,
Ça vous fait de la documentation automatique. Ça veut dire quand vous allez générer vos release notes, c'est un exemple là, vous allez être capable de dire, voilà, toutes ces API ont été cassées entre telle version et telle version, en expliquant pourquoi, éventuellement en disant ce qu'il faut utiliser à la place. Et donc, ça vous avez quelque chose de très stable et de bien documenté surtout. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le problème de ça, c'est que, donc là, vous savez ce que vous cassez, c'est bien, mais quand vous commencez à en casser plein, si vous faites que des excludes, etc., ça vous donne pas une stabilité. Et le problème, c'est quand vous codez, quand vous faites des API, vous avez deux types de classes et de code Java que vous faites. Celles qui sont censées être user public, ça veut dire c'est vraiment une API pour vos utilisateurs. Et puis du code qui est public, des classes qui sont publiques, mais qui ne sont pas censées être utilisées par vos utilisateurs. C'est juste du code qui peut être utilisé par d'autres codes à vous, dans d'autres packages, dans d'autres modules, etc. Et en Java, il n'y a pas de mots-clés pour séparer les deux, contrairement à OSGI par exemple, où quand vous avez un bundle, il faut que vous exportiez les API que vous voulez offrir au reste du monde. Donc, une proposition, et c'est ce qu'on a fait sur le projet XWiki, c'est de créer un package internal. Donc, on a créé un package internal, et tout ce qui est mis dedans, en fait, le contrat, c'est que tout ce qui est mis dedans n'a pas de stabilité, ne sont pas considérés comme des API, ce qui fait que du côté développeur, nous, donc on peut le modifier à n'importe quel moment, et côté utilisateur, il ne faut pas utiliser the package. Ceci dit, rien ne l'empêche, mais si un utilisateur l'utilise, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il soit prêt à que son code casse à n'importe quel moment. Alors l'avantage de ça, c'est qu'à partir du moment où on a isolé, on a dit voilà, tout le code qui est interne étant dans ce package, on est capable de configurer la Javadoc pour dire ne générer la Javadoc que de ce qui est public d'un point de vue user. Et pareil pour clear, on peut lui dire ne vérifier que ce qui est en dehors de ce package, par exemple comme c'est écrit là. Donc ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le problème c'est que excusez-moi, c'est que vous avez créé des déprécations dans votre code sur la partie qui n'est pas interne, mais au fur et à mesure du temps, vous allez en avoir beaucoup de déprécations, donc vous allez toujours avoir un moyen de les enlever. Parce que sinon, ça va finir par polluer le code. Déjà, c'est pas très lisible. Quand on est développeur, on a envie de voir que ce qu'il y a utilisé à partir de maintenant, pas les vieux trucs. Et surtout, il ne faut pas les utiliser. Donc ça ne va pas vous donner de solution pour dire comment est-ce que je m'assure que dans mon développement, je n'utilise pas des API deprecated, que quelqu'un ne les utilise pas et peut continuer à entretenir le système d'avoir des API deprecated appelés. Alors la solution qu'on a mis en place sur le projet, c'est en introduisant la notion de module legacy. Alors là, il y a un exemple. Imaginons que vous ayez un module, la XWiki Rendering API. Et ben, on a introduit un module XWiki Rendering Legacy API. Et ce module a pour vocation à contenir tout ce qui est code deprecated. Alors, si c'est une classe complète, c'est facile, elle est bougée. Mais si c'est une méthode, par exemple, d'une classe existante, c'est plus difficile. Donc la façon dont on fait ça, c'est en utilisant AspectJ, le weaving d'aspect. Donc ça permet de sortir, et que du coup, tous les modules qui ne sont pas des modules de legacy n'ont plus de deprecated. Enfin, il en reste quelques-uns, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appel à des méthodes deprecated. Donc il y a une étape à avoir, bien sûr, qui est de dire, une fois que j'ai deprecated une classe ou une méthode, il faut que je clean les appels, mais une fois que j'en ai plus, je le bouge en legacy. Et à partir de ce moment-là, je suis garanti que j'ai plus jamais de code dans mon codebase qui va appeler les méthodes deprecated. Donc ça, c'est sympa. Et le deuxième avantage, c'est que vous n'avez plus besoin d'avoir une stratégie pour dire, au bout de tant de temps, j'enlève mes méthodes deprecated, parce que vous les avez déplacées, vous les déplacez en legacy, et ça vous coûte rien. Vous n'avez pas de maintenance à faire là-dessus, et ça vous coûte quasiment rien de continuer à fournir dans votre build global, dans votre packaging, les modules legacy ou pas. D'ailleurs, vous pouvez avoir deux distributions, une sans le legacy si vous voulez, et une avec les modules legacy. Donc on a un profil, ce que j'ai marqué là, on a un profil legacy qui est pas par défaut, ce qui fait que les développeurs, quand on build le projet, Maven, etc., ils build sans le legacy, il n'y a aucun moyen qu'ils aient des dépendances legacy.
Enfin, en fait, on a des vérifications qui s'assurent qu'on n'a pas qu'un module, qu'un POM ne dépend pas de trucs legacy, d'autres modules legacy. Donc ça, c'est bien. Donc les développeurs sont contents, ils ne voient plus les vieux trucs, ils peuvent se focuser sur les nouvelles API, mais ce n'est pas suffisant. On s'est aperçu à l'usage qu'il y avait encore un problème. Et ce problème, c'est les Young APIs. Alors, Young API, c'est quoi? C'est on crée une nouvelle fonctionnalité, donc avec des nouvelles API, et on s'aperçoit que c'est récent. Une Young API, c'est tout récent. Quand on crée une nouvelle fonctionnalité, ça va prendre du temps avant que l'API soit stabilisée. Enfin, moi, personnellement, je suis incapable de créer du premier coup une super API qui marche du premier coup pour tous les cas, etc. Ça prend un peu de temps. Et si on ne fait pas quelque chose de spécial, ce qui va se passer, c'est qu'on va la casser assez rapidement et on va introduire de l'instabilité. C'est ce qui se passait sur certaines choses nouvelles. Et donc, du coup, on a décidé qu'il fallait un moyen pour prévenir les utilisateurs qu'il y a une nouvelle API. Et c'est la notation unstable qu'on a créée avec une explication possible pour faire ça. Après, on a défini une durée maximum pour garder cette annotation. En fait, elle peut être enlevée. Le développeur qui code peut décider à n'importe quel moment de l'enlever s'il considère que son API est stable. Dans ce cas, à partir de ce moment-là, il passera par du deprecation, etc. Mais sinon, on a un garde-fou et on dit que ça reste... en fait, les releases de XWiki, on a des releases majeures une fois par an, des releases mineures tous les deux mois à peu près, avec elles-mêmes subdivisées en releases tous les 2-3 semaines. Et on a dit que ça restait maximum sur un cycle complet majeur. Donc au minimum, ce qui fait que ça fait entre 1 et 2 ans maximum, sachant que ça peut être enlevé avant. Alors ça c'est bien, mais il reste encore quelques soucis sur la stabilité d'API. Là il y a une question, c'est est-ce qu'on doit aussi fournir une annotation ou un package spécial comme on avait internal pour les SPI, Service Provider Interface. C'est une question qui est encore en suspens dans notre communauté, on n'a pas de réponse, un peu difficile. Personnellement j'ai du mal de temps en temps à différencier les deux, à savoir est-ce que c'est une API, est-ce que c'est une SPI. Donc il faudrait qu'on ait une définition bien claire. Il faut qu'on sache quand utiliser bien le unstable, parce que certaines personnes disent c'est pas bien de mettre du unstable systématiquement sur toutes les nouvelles API, il faut mieux les mettre que sur celles où on sait que ça a des chances de bouger. Personnellement, je suis plus en defender coding, ça veut dire les mettre plutôt systématiquement et les enlever après éventuellement un temps relativement court. Et il nous manque un point crucial qu'on ne sait pas adresser aujourd'hui, qui est j'ai une interface existante et je veux rajouter une méthode dessus, par exemple. On ne sait pas le faire facilement sans casser la compatibilité backward. Et il n'y a pas de solution simple. La solution actuelle, c'est de dire on fait une nouvelle interface, mais du coup, ça veut dire que tout le code qui utilise cette interface-là d'avant devra se gérer les deux types d'interfaces et de vous refactorer. Souvent, ça tire énormément de choses et vous avez un gros refactoring à faire. Et une des solutions arrive en Java 8, c'est les Virtual Extension, les Defender Methods, qui permettent d'ajouter des méthodes à une interface avec un comportement par défaut sans casser la compatibilité backward. C'est un début, c'est pas parfait, mais c'est un début. Donc avec l'ensemble de ces pratiques, on arrive à avoir une API assez stable. Sur XWiki, pour info, qui est un projet qui est depuis à peu près 7-8 ans, voire un peu plus, on peut encore faire tourner des extensions qui ont été codées il y a 7 ans et elles marchent, on va dire, allez, à 98%, ça marche. Il y a eu quelques chouïas de modifications, mais globalement, cette stratégie a plutôt bien marché pour nous. Alors, juste par curiosité, combien d'entre vous implémentent une stratégie pour gérer la stabilité d'API? Ah ah, j'en vois une main, peut-être deux maximum, donc c'est pas beaucoup. Donc je vous invite à vous intéresser à ce sujet, surtout évidemment si vous faites des librairies, mais aussi pour les applications, puisqu'on a envie de plus en plus qu'elles soient configurables. Alors, quality tip numéro 2, le jar hell. Alors c'est quoi le jar hell? Il y a plusieurs aspects en fait. Il y a, alors le symptôme, c'est pareil, c'est vous êtes en runtime, et puis tout d'un coup, une classe n'est pas trouvée, ou bien une fonctionnalité ne marche plus, par exemple. En fait, il y a deux problèmes. Enfin, j'en connais au moins deux, il y en a peut-être plus que ça. Le premier, c'est que dans votre classe path d'exécution, vous avez des jars qui, eux,
ont des versions différentes de même classe. Donc ça paraît bizarre. En fait, vous allez apercevoir, je vais vous montrer, qu'il y en a partout. Quand vous commencez à vérifier que vous n'avez pas de classe dupliquée dans votre classe path d'exécution, c'est l'horreur, vous en trouvez des tonnes. Et des tonnes qui parfois sont incompatibles. Donc du coup, ça va dépendre de comment le class loader charge vos jars, lequel charge en premier. Et comme il n'y a pas d'ordre défini, dans un WebInfly par exemple, sont tous les uns sous les autres, vous allez avoir des cas où sur une machine, avec un JDK, ça va marcher bien, sur l'autre ça ne marchera pas parce que l'ordre est différent. Ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème qu'on va voir après, c'est un problème qui est lié spécifiquement à Maven sur la gestion de dépendance transitive. Alors prenons le premier déjà qui est intéressant. Alors il y a un certain nombre de plugins qui existent pour vérifier qu'il n'y a pas de classe dupliquée dans votre class path de runtime. Donc là, j'en ai listé un. Il y en a un autre qui est Tattletale de JBoss et un autre qui est dans l'Enforcer plugin sur Mojo dans Codehouse aussi. Pourquoi celui-là je l'ai trouvé beaucoup plus fin et plus configurable sur la gestion des exceptions. Donc là, on le fait rater, et donc si vous avez des duplicates, ça plante le build. Alors, quel est le résultat de ça? Alors, je vous ai mis quelques exemples là. Donc, vous allez vous apercevoir, par exemple, que Commons Bin Util bundle des classes de Commons Collection. Donc, si vous avez Commons Bin Util dans une version, Commons Collection dans l'autre, et que ce n'est pas les mêmes versions, et que dans Commons Collection, par exemple, vous avez Commons Bin Util dans une version qui est différente des classes qui sont bundlées dans Commons Collection, vous avez un problème. Xalan bundle, par exemple, des tonnes d'autres projets. Org Apache XML, Org Bicel, Jlex, etc. Regex. Et en plus, quand on essaie de regarder quelle version, c'est difficile parce que c'est des jars qui sont mis dans leur source, sans versionning, donc on n'a aucune idée de ces versions. Donc si vous avez Xalan et un de ces autres, dans une autre version, vous risquez d'avoir des soucis. Pareil, vous voyez, Stacks API, Geronimo, XML APIs, ils tirent aussi tous Java XML Stream, pas forcément dans les mêmes versions. Et même de manière plus critique, XML Beans et XML API tirent eux-mêmes des classes org W3C DOM, mais des versions différentes, incompatibles. J'ai vérifié dans les versions qu'on utilise sur XWiki, c'était incompatible. Il y a des outils qui permettent de vérifier la compatibilité. C'était incompatible. Et en total, j'ai trouvé 14 exceptions de ce type-là, qui fait que finalement, c'est assez dur de garantir qu'en runtime, vous allez avoir un résultat qui va marcher. Alors sur les 14, il y en a, si vous faites attention dans les versions de ces dépendances que vous utilisez, et vous comparez bien, vous arrivez à vous apercevoir qu'il y en a à peu près, il y a 12 cas à peu près où vous allez retrouver des versions compatibles en final, en faisant très attention manuellement. Il y en a à peu près 2 cas où elles ne sont pas compatibles, et finalement, ça veut dire que vous ne pouvez pas garantir qu'au runtime, il y aura le comportement voulu. Alors ça peut être plus ou moins gros les différences, mais il suffit que un des frameworks que vous utilisez utilise cette fonctionnalité-là pour qu'il y ait une différence. Donc ça, c'est embêtant. Mais c'est déjà bien. Là, on a déjà vérifié, et on a réduit le cas, et au moins, dans ce que XWiki fait, le projet fait, on sait que nous, on n'introduira pas ces problèmes, et quand on rajoutera de nouvelles dépendances, si jamais il y a des incompatibilités, des duplicates, on le trouvera et on pourra les vérifier. C'est ça qui est important. Le deuxième problème, c'est lié à comment Maven déclare ses dépendances. Donc là, il y a un exemple, une dépendance SLF4J API 1.4.0, et puis dessous une autre dépendance de Logback Classic 0.9.9. Le problème, c'est que Logback Classic 0.9.9, en dépendance transitive, tire SLF4J API 1.5.0. Il a besoin d'un 5.0. Et là, si vous faites tourner ça, en runtime, si vous bundlez ça dans un war par exemple, en runtime, vous allez avoir SLF4J API 1.4.0 et Logback 0.9.9 dans votre classe path d'exécution. Or, Logback 0.9.9, il a besoin de 1.5.0, donc ça va planter. Pourquoi? Parce que Maven résout les dépendances de haut vers le bas, du plus haut possible dans le réacteur jusqu'au
plus bas. Et là, vous avez explicitement déclaré le 1.4.0, etc. Donc ce qu'on voudrait, c'est que finalement, au build, ils nous disent « Attention, tu as déclaré une 1.4.0, mais moi j'ai une dépendance, elle a besoin d'une version plus récente. » Ça, ce serait bien. Et bien ça, c'est possible. C'est possible grâce au Maven Enforcer plugin, avec une règle spéciale qui s'appelle Require Upper Bound Check, DEPS. Et quand vous avez ça, vous serez prévenu. Et là, encore une fois, quand vous commencez à mettre ça dans vos projets, vous tombez des nues, vous apercevez que vous avez plein d'endroits où vous avez des problèmes. Ça prend un peu de temps à corriger, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas ce problème de JARL au final dans votre classe path d'exécution. Alors, autre type sur qualité, la couverture de test. Alors, on connaît tous la couverture de test. Hein, l'idée, c'est que vous avez des tests unitaires ou fonctionnels, et puis ils couvrent une partie de votre code. Vous pouvez la vérifier, avoir des beaux rapports, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une stratégie associée à ça, parce que ça ne sert à rien d'avoir des beaux rapports si on n'en fait rien. Donc là, on a une stratégie intéressante à vous proposer. Alors, c'est quoi le problématique de la couverture de test si vous ne faites pas attention, c'est que vous avez de plus en plus de bugs rapportés, la qualité peut diminuer, c'est plus dur de débugger du logiciel. D'ailleurs, de manière incidente, plus de bugs reportés ne peut pas forcément dire que vous avez votre logiciel est de moins bonne qualité. Ça peut vouloir dire qu'il est plus utilisé, de plus en plus utilisé, ou qu'il y a de plus en plus de testeurs. Parce que là, vous allez avoir plus de bugs s'il y a plus de gens qui l'utilisent, jusqu'à un palier à un moment donné, mais théoriquement, que vous ne connaissez pas forcément. Alors, là, l'exemple que je donne, c'est avec Jacoco. Donc, la stratégie qu'on applique notamment sur XWiki, c'est de dire le build va rater si le TPC, le Test Percentage Coverage, est en dessous d'un certain seuil qui est dans la variable Instruction Ratio, et ça casse le build. Alors, c'est quoi cette valeur? Elle est définie module par module. Donc, il y a des modules qui commencent à 0, des modules quand on démarre cette initiative. Hein, il y en a d'autres qui sont déjà à 15%, d'autres à 20%, d'autres à 80%, etc. Chaque module a son propre niveau. Et l'idée, c'est de dire, quand un développeur ajoute du code, s'il oublie de mettre des tests pour atteindre le même niveau proportionnellement de couverture de test, ça va planter le build. Donc, ça veut dire qu'il va être forcé de rajouter des tests pour atteindre au moins le même niveau de qualité, entre guillemets, qu'avant. Après, il peut décider de modifier le POM pour que le check, pour modifier la valeur de threshold du check. Et comme ça, au fur et à mesure, ça augmente un petit peu légèrement. Le but n'est pas de passer d'une valeur à 70%, 80%, c'est plus de dire on va s'assurer qu'on progresse dans la bonne direction. Bien sûr, exécuter les checks, ça, c'est un peu plus long dans le build. Hein, ça rajoute, j'ai calculé, ça rajoute à peu près 15%, ce qui n'est pas si gros que ça pour vérifier, mais suffisamment gros pour qu'on n'ait pas forcément envie de l'avoir directement quand on fait un MVN clean install. Donc du coup, nous, on l'a mis dans un profil et on a notre CI qui l'exécute régulièrement et qui dit quand c'est cassé et donc qui a cassé ça. Bon, bien sûr, il y a une petite astuce qui est amusante, c'est que vous codez quelque chose, une nouvelle fonctionnalité dans un module, et vous n'avez pas envie de rajouter des tests. Vous pouvez très bien rajouter des tests sur une autre feature de ce même module, et ça va continuer. Vous pouvez réussir à avoir la même valeur. À la rigueur, c'est pas très grave, c'est de bonne guerre. Enfin bon, globalement, vous allez avoir une qualité qui sera du même montant. Ce n'est que la nouvelle fonctionnalité n'est peut-être pas testée du tout, ce qui est pas terrible. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de se dire, on progresse surtout. Alors, j'ai une petite question. Quand on a fait ça, avec Jacoco, ça allait bien pendant quelques minutes, quelques jours. Sur ma machine, ça passe. Sur le serveur intégration continue, ça passe. Et puis tout d'un coup, sur le serveur intégration continue, j'ai eu une erreur. Il me dit, voilà, on devait avoir 75-53% de couverture, et tout d'un coup, et on a 75-52%. Donc ça passe régulièrement, et tout d'un coup, ça casse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui pourrait faire que, sans que rien soit changé, aucun de l'environnement n'a pas changé, rien du tout, le code n'a pas changé, ça passe, et à un moment donné, ça casse, et puis ça continue de passer, ça casse, etc. De manière non déterministe. Idée, quelqu'un? Non? Personne? S'il y a un état global qui est différent sur les différentes
Même environnement, on n'a pas changé, rien changé. C'est deux runs, à la rigueur même localement sur la machine. Vous pouvez l'exécuter 50 fois, ça va, disons que ça va planter quelques fois sur 50. Non. Alors en fait, ce qui s'est passé, je vais vous montrer un exemple. En fait, il y a des résultats non déterministes, et voici le premier code que j'ai trouvé qui faisait qu'on avait des résultats différents. C'est celui-là. On a une concurrente HMAP, on récupère un entry set, et on a un if dans la map, et s'il y a un match qui est fait, on sort, break. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, sur certaines machines, dans l'entry set, le premier élément de l'entry set va matcher la condition, donc il sort direct, et sur d'autres runs, ce ne sera pas le premier, ce sera le deuxième qui va matcher, donc du coup, ça passera une première fois en dehors du if, et une deuxième fois dans le if avant de sortir. Et ça génère des petites différences. Vous avez vu là, c'était que de 1% la différence. Si vous en avez quelques-uns comme ça, un ou deux, peut-être même ça suffit probablement, selon le code, la taille du code que vous avez, vous allez sortir. Et on l'a vu à plusieurs endroits. Alors je n'ai traqué que celui-là, mais il y a d'autres endroits. Donc du coup, faire attention, quand vous comparez les thresholds, à vous garder une petite marge de sécurité là-dessus. Alors j'ai pas creusé plus, mais j'ai pas eu le problème avec Clover, qui est un autre outil. Donc j'imagine qu'ils doivent se garder en interne une marge de sécurité sur ce genre de problème. Alors, autre type, lié aux tests fonctionnels. Alors déjà, question, vous pouvez lever la main tous ceux qui ont des tests fonctionnels automatisés. Donc c'est à peu près, allez, on va dire 30%, on va dire. Allez. Ouais, je suis gentil, peut-être un peu moins. Donc ceux qui ont fait ça, vous avez tous dû vous apercevoir, enfin surtout si vous avez des tests fonctionnels automatisés d'appli web, mais de manière générale, globalement, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a régulièrement des faux positifs, et même parfois beaucoup de faux positifs. Pourquoi ? Parce que des tests fonctionnels demandent un environnement d'exécution, et cet environnement est plus fragile, il y a plein de choses peuvent se passer. Et puis si c'est des tests d'appli web, vous pouvez avoir du JavaScript, votre test peut être mal écrit, il peut attendre sur un élément qui n'est plus là, mais surtout, vous pouvez avoir des crashs de JVM sur votre CI, vous pouvez avoir plein de choses. Et donc il y a un challenge qui est, comment est-ce que je fais pour avoir des tests fonctionnels stables ? Et le symptôme, le problème, si vous n'avez pas des tests fonctionnels stables, c'est que vous allez avoir votre CI qui va vous envoyer plein de mails. Et quand vous recevez plein de mails, si à chaque fois c'est des faux positifs, et ce n'est pas un problème de code, mais c'est un problème d'environnement d'exécution, vous allez finir par ne plus prêter attention à ces mails. Et du coup, quand il y aura des vrais problèmes, ils ne seront pas vus, ils seront noyés dans la masse des autres problèmes. C'est comme s'il n'y avait rien, en fait, finalement, en final. Donc on a eu ce problème, sur XWiki, on a eu ce souci à un moment donné, pendant longtemps, sur le test fonctionnel, ça cassait trop. On a essayé. La première stratégie, ça avait été d'essayer de régler la stabilité elle-même. Et en fait, ça ne marche pas, on n'a pas réussi. Et pendant ça continuait. Donc on a décidé d'adresser le problème différemment. Et voilà, et je vais vous en parler juste un instant. Donc les problèmes qu'on peut avoir, j'en ai cité quelques-uns. La JVM a craché. On utilisait VNC parce que c'est sur un serveur distant. Il faut que ça puisse exécuter des tests Selenium notamment. Donc il faut qu'il y ait un display. Donc VNC peut tomber. Le browser peut tomber et tombe régulièrement. Il peut y avoir des problèmes de connexion à Git ou à GitHub. La machine peut être lente. On démarre XWiki par automatiquement, mais si jamais on a un timer de 2 minutes, si la machine est lente à ce moment-là et que les 2 minutes sont passées, ça va rater, etc. Il y a plein de raisons. J'en ai cité que quelques-unes, il y en a encore plus que ça. Donc toutes ces raisons-là peuvent arriver et arrivent. Et donc pour les régler, donc, au lieu d'essayer de dire je vais m'installer une JVM qui ne crache pas, d'ailleurs on n'a pas trouvé, ou bien VNC, je ne vais pas utiliser VNC, je vais utiliser XVFB ou d'autres choses. En fait, on n'arrive jamais, il y a toujours des problèmes. Donc la stratégie a été de dire je vais plutôt configurer mon CI, en l'occurrence Jenkins, pour détecter ces problèmes et ne pas nous spammer quand il y a ces problèmes, qui sont donc des faux positifs. Donc la solution que je vous propose ici, le contenu, alors vous l'aurez dans les slides, c'est pas très important. Ce qui est important de savoir, c'est comment on le met en œuvre. Et on le met en œuvre à travers 2 plugins Jenkins. Le premier, c'est le plugin Groovy Post Build. Ça vous permet, après que le build soit exécuté, de mettre du script.
Et là, en l'occurrence, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est que voilà, le plugin nous fournit un binding sur un objet manager qui permet de vérifier un certain nombre de choses. On peut vérifier log contents. Est-ce que le log d'exécution du build contient un des messages? Donc là, par exemple, pour la JVM, on regarde le message Fatal error has been detected by the Java runtime environment. Et si ça le contient, alors on rajoute un badge. Je vais vous montrer ce que ça donne. On crée un petit message et on dit le build est instable. Ça, c'est la première partie de la solution. Ensuite, la deuxième partie, c'est d'utiliser... Bon, ça continue un peu plus long. Et oui, ça c'est important. Et on envoie un message. Alors dans Jenkins, il y a un moyen d'envoyer un message. On envoie un paramètre noEmail à true, globalement à d'autres plugins. Et d'autres plugins sont capables d'aller récupérer cette information pour agir. Et donc la deuxième partie de la solution, c'est utiliser le plugin de mail ext, qui est le plugin en général. Si vous utilisez Jenkins, vous utilisez celui-là parce qu'il est carrément mieux que le plugin de mail par défaut. Et lui, il a une petite fonctionnalité de presend, où on peut mettre du script juste avant qu'il envoie un mail. Et là, vous allez récupérer le paramètre noEmail que vous avez envoyé avant, et vous pouvez décider si ce noEmail est à true, alors vous n'envoyez pas le mail. Donc ça, c'est intéressant. Et le résultat, c'est que ça vous donne, dans votre historique, vous allez voir, vous avez un petit badge, c'est le badge qu'on a rajouté en scripting, un petit badge point d'exclamation là, avec un message qu'on a marqué, on a marqué XWiki Start. Et si vous cliquez sur ce build, on a rajouté tout à l'heure avec l'appel fail to start XWiki fast enough, etc. Et ça, il n'y aura pas de mail envoyé sur celui-là. Alors que sur le build 2348 qui a raté, celui-là est un vrai erreur et il y a eu un mail d'envoyé. Donc ça, c'est bien. En revanche, il reste un souci. Imaginez que vous ayez 50 ou 100 jobs, recopier tout le script que je vous ai montré sur tout ça, c'est impossible. Donc il y a un autre plugin très utile qui est le Scriptler plugin, qui vous permet d'exécuter un script. Et dans ce script, vous pouvez utiliser l'API de Jenkins pour aller modifier la configuration de tous vos jobs. Donc je mettrai en ligne, j'ai ce script, j'ai blogué dessus déjà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc grâce à ça, nous n'avons plus de faux positifs, et de temps en temps, quand il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas prévu, on rajoute simplement cette condition, on remodifie tous nos jobs en appuyant sur un bouton grâce à ce plugin, et tout va bien, et maintenant on peut se concentrer sur les vrais problèmes. Et ça nous a sauvé la vie. Alors, dernier type, c'est la gestion des bugs. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, en fait, il est assez bien illustré par le diagramme là, par le graphe là, c'est un graphe Jira. Vous avez en rouge le nombre de bugs créés, vous avez en vert le nombre de bugs fermés. Et vous apercevez qu'au fur et à mesure du temps, ils divergent. Il y a de plus en plus de bugs créés, qui ne sont pas forcément des bugs d'ailleurs. C'est des gens qui, en l'occurrence pour nous, c'est des gens qui rapportent des bugs, mais ça peut très bien être des duplicates de bugs existants, ou des bugs qui ne sont pas des bugs, qui sont en fait des feature requests, etc. Mais ce nombre augmente, et à un moment donné, il faut le gérer. Sous peine vraiment de ne pas gérer les vrais problèmes de bugs. En gros, la problématique, c'est quoi? C'est si vous ne gérez pas ça, ça veut dire concrètement que vous vous intéressez plus à avoir des nouvelles fonctionnalités, et que la stabilité, finalement, vous vous en foutez un peu. Et c'est bien dommage, parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, on a eu ce problème. Là, c'est le vrai graphe XWiki sur la durée, avant qu'on commence à traiter le problème. Et on a trouvé une solution qui marche plutôt pas mal pour nous. Ceci dit, elle est encore récente. Ça va faire à peu près un peu moins d'un an qu'on la met en œuvre. Mais jusqu'à maintenant, ça marche bien. Alors, la stratégie, elle est la suivante. Ça, c'est depuis... on a appliqué cette stratégie tous les mois avant. On l'a accélérée, parce que ça ne faisait pas un effet suffisant. On l'a accéléré en faisant toutes les semaines. Donc, une journée par semaine, tous les jeudis. Tous les développeurs du projet travaillent sur la réduction du nombre de bugs, qui est différent de fixer les bugs. C'est vraiment l'idée, c'est de réduire le nombre de bugs ouverts. Donc, ça peut être ce que j'appelle le triaging. Ça veut dire closer les bugs qui sont won't fix, duplicate, cannot reproduce, etc. Donc ça
c'est important. Et puis fermer tous ceux qui sont des bugs faciles, finalement. Parce que quand on est pris, on développe des nouvelles fonctionnalités, il peut y avoir des bugs, même avec des patchs attachés, faciles à corriger, mais on ne le fait pas parce qu'on est sur autre chose. C'est important, de temps en temps, de prendre ce recul et de dire, bah non, là, je vais faire attention et je vais fermer ceux qui sont faciles, etc. En pratique, nous, on est à peu près 7, 8 à chaque fois, chaque jeudi à faire ça. On en ferme, on va dire, entre 10 et 50, à peu près. Et ça nous a permis, on a commencé en disant, on va regarder sur une période des dernières années, 365 jours, combien d'ouverts, combien de fermés, et on va essayer d'arriver à zéro, au moins à zéro. C'est-à-dire qu'on a fermé au moins autant de bugs qui ont été ouverts. Donc on l'a fait, on a réussi à faire ça en à peu près 3-4 sessions. Et ensuite on s'est dit, bon, on va l'agrandir, on va dire, on ne va plus prendre un an, on va prendre 1 an et demi. Pareil, on était genre 40 de plus, on l'a fait, on l'a récupéré. On en est aujourd'hui à 2 ans, il nous reste à peu près 40 pour arriver à zéro sur les 2 dernières années, et on va continuer comme ça, 2 ans et demi, etc. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors c'est important, pour que ça marche, il y a une condition quand même, il faut qu'il y ait un meneur et quelqu'un qui motive. Alors bien sûr, cette décision a été prise en commun, on a tous décidé qu'on voulait faire ça, donc c'est important pour que ça marche à mon avis. Mais il faut quand même quelqu'un qui dise, pas oublier, là demain il y a le bug fixing et on le fait, et on est tous ensemble, et il n'y en a pas d'autres qui travaillent sur d'autres choses et des fonctionnalités pendant qu'on fait ça. Donc voilà. Bien sûr, il faut avoir l'accord de pouvoir faire ça, mais en général, c'est pas trop dur. Une journée par semaine, à mon avis, ça marcherait pas plus, parce que c'est quand même, c'est pas très drôle, mais c'est une chose nécessaire. Et ça marche très bien pour nous pour le moment. Le résultat, il est le suivant. Là, c'était c'est un exemple sur dernier 200 jours. On voit bien, en fait, ce qu'on appelle des BFD, c'est Bug Fixing Day. Voilà, le 7e qu'on avait fait à ce moment-là. On voit bien qu'on est repassé. Ça continue d'augmenter. On refait, etc. Et on arrive comme ça, on a réussi à gérer. Oui, on a accéléré. Avant, c'était tous les mois à peu près. Puis tout d'un coup, là, on a commencé, on a plus maintenant. Là, c'était début mars. 9, 10, 11. On doit être à 14 maintenant. Où on grignote de plus en plus comme ça. Alors, la conclusion. Une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu là-dedans et qu'est-ce qu'on a appris sur notre projet XWiki au fur et à mesure du temps? C'est qu'il ne faut pas aller trop vite déjà sur la qualité, il faut aller tranquillement. Ça veut dire, vous avez un état donné et on discute avec les autres membres de l'équipe, vous décidez de mettre en œuvre une pratique, mettez-la en œuvre tranquillement, en discutant, en étant sûr que tout le monde soit d'accord. Il ne faut pas aller tout d'un coup rajouter plein de trucs parce que c'est extrêmement compliqué, ça ne marchera pas. Deuxième règle importante, c'est avoir la qualité active. Je ne sais pas si vous avez vu, sauf à part le dernier exemple qui est le bug fixing là. Tout le reste, ce sont des stratégies qui sont à la fois outillées et avec une stratégie humaine derrière. Mais ce qui est important, à mon avis, pour que ça marche très bien, c'est que le build rate. Si le build ne rate pas, ça ne va pas marcher. Par exemple, imaginons que vous ayez décidé de suivre une métrique, vous l'avez dans un dashboard, que ce soit Sonar ou autre d'ailleurs. Il a beau être là, ça ne va pas changer grand-chose parce que l'effort à faire pour dire aux gens d'aller voir ou que quelqu'un aille voir et prévienne les autres, etc., en fait, il est énorme et finalement, ça marche pas très bien dans la durée. En fait, ça peut marcher au début et après ça marche plus. En revanche, une qualité active qui est voulue par tous les membres de l'équipe, ça marche bien. Bien sûr, il faut être prêt à adapter. On essaye des choses, il faut essayer des choses et puis on peut s'apercevoir que c'est trop contraignant ou bien finalement c'est contraignant mais ça n'a pas beaucoup d'avantages, ça n'a pas beaucoup d'effets donc du coup il faut revenir en arrière ou changer, etc. C'est important. Et enfin, surtout pour un projet open source, mais c'est vrai probablement pour d'autres, il y a des risques à augmenter la qualité comme ça. C'est qu'à un moment donné, le projet va être vu comme moins fun. Et vous risquez d'avoir moins de committers sur votre projet. Et ça, c'est un vrai choix. Personnellement, j'ai eu à le faire plein de fois. Vous avez le choix entre attirer plein de gens, et c'est pas grave si globalement ils font un peu n'importe quoi au début, la qualité descend, ils connaissent pas les pratiques, etc. Ou bien avoir un projet qui est vraiment bien carré, vous plaisez aux utilisateurs parce que ça marche bien, ils sont en succès dessus. Et c'est pas facile. Pour moi, les deux sont en une balance, et c'est difficile de trouver un juste milieu qui va bien.
Et je vais vous laisser avec ce message de Léonard de Vinci sur son lit de mort. Il a dit j'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'avait pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. Et ça, voilà, moi, c'est personnellement quelque chose. J'ai pas envie de me dire ça, donc je travaille régulièrement sur, voilà, me poser la question est-ce que ce que je fais est de bonne qualité et surtout est-ce que j'en suis fier. Donc c'est une phrase à méditer. Je vous remercie. Et donc nous pouvons prendre des questions si vous en avez. Ouais, une question là-bas. Bonjour, vous avez dit que vous avez rajouté ces exceptions pour les emails depuis Jenkins. Est-ce que ça vous est jamais arrivé que vous recevrez plus des emails depuis Jenkins, plus des erreurs, mais ce n'était pas parce que vous n'avez pas cassé le build, mais c'était parce que le build ne marchait pas à cause de toutes ces erreurs que vous avez rajoutées comme exception? Que le script lui-même ne marche pas? Oui, en fait, que le JVM tombait tout le temps. Ah, le Jenkins lui-même? Oui. Oh, mais s'il tombe, il n'envoie rien. Donc ça va, c'est tranquille ça. Oui, bon, vous devez quand même vous rendre compte de ça, ou bien? Oui, non, depuis qu'on a mis ça, on n'a pas eu tellement de problèmes. Au début, on avait une liste plus réduite, et puis on a eu des nouveaux cas, ça c'est sûr. Et on les a rajoutés en exception, au fur et à mesure, dès qu'on les a, on les rajoute en exception. Et c'est plutôt bien maintenant. Hein. On n'a pas de temps en temps des petites choses, mais c'est très très rare. Et c'est revenu dans un état où on peut le gérer, et les développeurs ont de nouveau confiance dans le build. C'est ça qui importe. Question? Toutes ces exceptions que vous avez rajoutées, vous les avez documentées, on peut les trouver quelque part, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être fréquentes chez tout le monde, quoi. Enfin, c'est vrai. Ouais. Oui, elles sont. Je mettrai quelque part, je sais pas où je bloguerai, je sais pas. J'ai déjà un blog post qui est là-dessus et que je référencerai, et éventuellement je vérifierai bien qu'ils ont toutes dedans, parce que j'avais mis à un moment donné, mais c'est possible que j'en ai rajouté, que j'ai pas mis à jour le blog post, donc je vérifierai ça. Oui, c'est disponible. Autre question? Non? Ben, nickel. Je vous remercie.